Le procès dans l'affaire Le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona se poursuivit du 13 février au 21 mars 2023 avec la comparution de 6 témoins appelés par le bureau du procureur. Les juges de la Chambre de première instance 5, composés du juge président Bertrand Schmitt, du juge Peter Kovac et du juge Chang Woo-Chang, ont accordé aux témoins de mesures de protection impliquant le floutage de l'image, la distorsion de la voix et le recours à des huis clos partiels afin de protéger leur identité. Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona sont accusés des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par le groupe armé anti-Balaka contre la population civile musulmane lors d'un conflit qui les opposait aux groupes armés Séléka en République centrafricaine en 2013 et 2014. Les 6 témoins appelés par l'accusation au cours de cette période ont d'abord été interrogés par le membre du bureau du procureur, puis par les équipes de défense d'Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona, et sur autorisation de la Chambre par le représentant légaux des victimes. Les témoins ont pu être entendus à la fois en présentiel ou par liaison vidéo, et lorsque nécessaire, ils ont pu être interprétés à partir de la langue sango. Madame le témoin P0967, identifiée comme une musulmane, il a été interrogé au sujet du 7e arrondissement de Bangui où elle vivait durant la période de conflit. Vous avez dit que la communauté chrétienne et musulmane vivaient en parfaite harmonie, mais est-ce que cela a changé à un certain moment donné au 7e arrondissement? C'est vrai, auparavant, nous vivions sans problème, en parfaite harmonie, malgré les nombreux coups d'État. Les gens fuyaient de gauche à droite, mais il n'y avait aucun problème, aucune dissension entre les chrétiens et les musulmans. Ce n'était qu'en 2013 que nous avons commencé à vivre ce genre de choses et nous n'en savons pas pourquoi. Que s'est-il passé en 2013 qui a mené à ce changement? Comme vous-même vous le savez, et je l'ai dit précédemment, il y avait beaucoup de coups d'État. Mais en 2013, qu'est-ce qui s'est passé? Un fils du pays a décidé de prendre le pouvoir à cause de toutes les souffrances qu'enduraient ses frères et sœurs de la région. Et la coalition qui a pris le pouvoir s'appelait Séléka. Et c'est après la prise de pouvoir de cette coalition que toute cette crise a commencé. L'essentiel du contre-interrogatoire de Madame le témoin P0967 s'est déroulé à huis clos partiel. Lors d'une brève séance ouverte, le témoin a répondu aux questions sur la situation sécuritaire du pays en 2013. Ma première question, Madame le témoin, est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que à cette période de fin décembre 2013, la tension régnait dans Bangui entre groupe Séléka et groupe anti-Balaka et qu'il y avait des affrontements et que parfois l'on pouvait entendre des coups de feu dans la ville? C'est cela. Hier, après 11h46, vous avez indiqué que le 24 décembre, les Séléka étaient toujours dans la ville, donc dans Bangui. Est-ce que j'ai raison de dire qu'il y avait beaucoup d'éléments Séléka regroupés au PK5? C'est exact. Est-ce que j'ai également raison de dire que après le 5 décembre et donc à cette période du 24 décembre, les alentours de PK5 étaient protégés soit par les éléments de la Séléka, soit par des groupes armés de civils musulmans, et que c'est pour ça que de nombreux musulmans ont trouvé refuge dans ce quartier? Est-ce que c'est exact? C'est cela. Le témoin protégé P0487 a été entendu par la Chambre durant 9 jours d'audience. Il a comparu en qualité d'ancien militaire de forces armées centrafricaines et membre du mouvement anti-Balaka. Le témoin a répondu à plusieurs questions sur l'organisation des anti-Balaka sous le commandement de M. Alfred Yekatom.
Confronté à un extrait d'une interview réalisée en 2013 par la chaîne de télévision France 24 et dans laquelle M. Yekatom affirmait avoir dans son groupe 3000 hommes, les témoins a donné plus de précisions sur le fonctionnement de barrages routiers installés par les éléments de M. Yekatom dans les différents quartiers des Bangui. Dans l'interview, on lui demande comment il s'occupe de ces hommes. Il dit qu'il doit les nourrir, par exemple. Savez-vous de quels moyens il disposait pour s'occuper de ces éléments, pour les nourrir? Les barrières installées, ça rapporte de l'argent. La barrière il y a après le pont, une barrière, Zila, une barrière, Pissa, une barrière, la société Bossongo. La société Bossongo était sous son commandement. Société Palme d'Or, c'est lui qui est sécurisé. C'est ce que je connais, que je suis en train de citer. Je crois Carmel aussi. Carmel, non seulement comptait les sociétés qui exploitent les bois, moi là-bas appelle Pissa. Selon les renseignements, c'est lui qui sécurisait toutes ces sociétés. Si nous prenons dans un premier temps les barrières, vous nous avez dit qu'il s'agissait d'une source de revenus, mais pouvez-vous également nous dire comment cela fonctionnait concrètement? Des voitures ou des véhicules étaient arrêtés sans doute à ces barrières. Pouvez-vous décrire au juge de la Chambre ce que vous en savez? Chaque véhicule venait payer de l'argent avant de passer, même les motos. Cette période-là, c'était difficile parce que même un cultivateur qui allait au champ pour ramener un petit légume comme ça entre ses mains, ils étaient obligés de demander 100 francs. Parfois, la personne n'en a pas. C'est plein. Aux questions de la défense d'Alfred Yekatom, les témoins ont parlé de mouvements d'autodéfense qui s'étaient créés de manière spontanée dans les différents quartiers des Bangui en réponse aux crimes et exactions commis par la Séléka. Et monsieur le témoin, est-ce que j'ai raison de dire qu'en réponse aux exactions et aux crimes des Séléka telles qu'elles apparaissent sur les photos que vous avez fournies au procureur, et en l'absence de la protection de l'État, puisque vous nous avez expliqué la déliquescence des institutions, est-ce que j'ai raison de dire donc que les populations ont fini par spontanément décider de se défendre et parfois même de se venger? Oui, la population était dépassée. Même ceux qui allaient au champ cultiver, ils n'avaient pas la liberté de passer. De retour des champs, il faut venir contribuer au niveau des barrières. Vous imaginez qu'un pauvre citoyen qui n'a pas de ressources, qui va au champ et qui ramène seulement un peu de légumes pour pouvoir préparer et manger, on lui demande encore une contribution au niveau de la barrière. C'était beaucoup tendu et difficile. Et c'est dans ces conditions que des groupes d'autodéfense se sont constitués un petit peu partout à travers du pays. C'est exact? Et c'est comme ça aussi que est né le mouvement des anti-Balaka. Ça peut être ça, parce que le mouvement des anti-Balaka a vu le jour à cause du comportement des musulmans, des Séléka. Leur comportement vraiment était insupportable. Des tortures, des coups de chicotte, ils prenaient tout de force. Les chrétiens n'avaient pas la force de résister devant eux. C'était peu dur. Face à la défense de Patrice Edouard Ngaïsona, les témoins ont été confrontés à l'affirmation qu'il avait faite devant la Chambre le deuxième jour de sa comparution au sujet de la relation qui existait à l'époque entre M. Ngaïsona et le capitaine Grémangou. Monsieur le témoin, le 17 février, devant cette cour, vous avez dit au juge, lorsque l'on vous a posé une question concernant votre compréhension de la relation entre M. Ngaïsona et M. Grémangou, que vous ne saviez pas quelle était la relation entre ces deux personnes. Vous avez simplement dit qu'ils étaient très proches. Ça, c'est une première chose. Maintenant, ma question est la suivante. Si vous ne connaissez pas leur relation, comment pouvez-vous dire qu'ils travaillaient en étroite collaboration, l'un avec l'autre, avec l'ensemble de la coalition?
Est-ce que vous comprenez ma question, monsieur? Il menait, M. Ngaïsona et Grémango, ils menaient des réunions ensemble. Des réunions. Pourquoi Ngaïsona est revenu du Cameroun? Directement, il a commencé la première réunion chez Grémango. Ça prouve déjà qu'ils sont liés. Il y a quelque chose qui le prouve déjà. Et 2 réunions. Bouygues Bercail n'est pas loin de l'école Pangaba. 2 réunions dans le secteur de Grémango. Bouygues Bercail n'est pas trop loin de l'école Pangaba. Ça peut faire trop 2 km ou 1 km 500. Ça se voit à l'œil nu. Les témoins P2354 a à son tour déposé sur l'attaque anti-Balaka du 5 décembre 2013 à Bangui et les crimes qui auraient été commis au cours de cette attaque. Lors de l'interrogatoire principal mené par Maître Claire Anderson du bureau du procureur, les témoins a d'abord parlé des corps de musulmans avec des blessures provoquées par balles et machettes qu'il aurait vues le 5 décembre 2013 à la mosquée Ali Babolo à Bangui. Les témoins ont ensuite donné des détails sur les allégations de menaces proférées par les éléments anti-Balaka de M. Yekatom contre les civils musulmans en Baïki. J'aimerais maintenant passer au paragraphe 57, dans lequel vous parlez également de menaces proférées par les anti-Balaka qui accompagnaient Rambo, comme vous l'avez dit dans votre déclaration. Des menaces du genre « Nous allons vous tuer, vous les musulmans, nous allons vous couper la gorge et vous manger ». Pourriez-vous également nous donner davantage de détails sur cela? Par exemple, à quel moment est-ce que cela s'est produit? Je pense que c'était vers la fin du mois de janvier 2014. C'est vrai. Les menaces étaient réelles. Déjà, les rumeurs circulaient dans la ville et ces personnes disaient cela à haute voix. Et même si ils ne nous ont pas agressés, ils ne nous ont pas fait du mal, mais c'est ce qu'ils disaient en patrouillant dans la ville. Et pouvez-vous nous dire combien de temps après leur arrivée cela s'est produit? Je ne suis pas en mesure de vous donner la date exacte. Vous savez, les événements étaient chauds. C'était chaud. Personne ne pouvait retenir quoi que ce soit. On savait que la situation était grave. On était sous les menaces. Tout le monde avait peur. Donc, je ne suis pas en mesure de vous donner une date ou une période précise. Les témoins P1705 a déposé sur l'existence alléguée des barrages routiers anti-Balaka à Bangui en 2013, le rôle présumé de M. Yekatom, ainsi que les crimes qui auraient été commis par les anti-Balaka qui étaient sous son commandement. Son témoignage s'est essentiellement déroulé à huis clos. Les témoins P2476 a été interrogé par l'accusation sur l'évacuation de musulmans de Mbaïki vers le Tchad, ainsi que le pillage de leurs biens par les anti-Balaka. Je vous remercie. Lorsque les soldats tchadiens de la MINUSCA étaient venus évacuer les musulmans, ces derniers ont tout abandonné derrière eux. Les anti-Balaka se sont jetés sur ces biens et les musulmans avaient dans un premier temps laissé certains de leurs biens à certaines personnes de la ville de Mbaïki pour les mettre à l'abri. Malheureusement, les anti-Balaka se sont jetés dessus pour tout emporter. Et vous dites avoir été témoin de cela, vous l'avez vu vous-même. Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation du moment où cela s'est passé? Est-ce que c'était peu de temps après le départ des musulmans? Est-ce que ça s'est passé des semaines, des mois après cela? Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée? Ce n'était même pas un mois, c'était moins d'un mois. C'était le jour de leur évacuation par les soldats tchadiens. C'était ce jour-là que les anti-Balaka ont commencé le pillage. Ce n'était pas après une semaine ni un mois. Le contre-interrogatoire de M. le témoin P2476 par la défense Alfred Yekatom s'est essentiellement déroulé à huis clos. Au 23 mars 2023, M. Raymond Mongbandi s'est présenté devant la Chambre.
Il a comparu en qualité d'ancien maire de la ville de Mbaïki et a d'abord été interrogé par Maître Manochitra Patraban du bureau du procureur. Répondant aux questions sur le crime présumé des Anti-Balaka, les témoins ont parlé en détail du meurtre de M. Dido Saleh, qui était le maire adjoint de Mbaïki à l'époque des événements. Est-ce que vous avez jamais appris qui a tué Dido Saleh? Non, pas du tout. Personne ne m'a désigné l'auteur. Alors, qui était l'ennemi des musulmans? C'était les anti-Balaka. Et on peut tout de suite conclure que c'était les anti-Balaka qui l'ont tué. En guise d'illustration, c'était une combattante anti-Balaka qui avait sectionné son pénis. Et cette dame l'a amené à Pissa, qui se trouvait être la base principale des anti-Balaka. C'est pour cette raison que je peux conclure que les auteurs étaient les anti-Balaka, puisque la guerre ou le combat opposait deux entités, les anti-Balaka d'un côté et les Seleka de l'autre. Thank you, Mr. Mongbandi. Merci beaucoup, Monsieur Mongbandi. Vous avez décrit qu'il existait une combattante de sexe féminin anti-Balaka qui a sectionné le pénis de Monsieur Dido Saleh. Comment est-ce que vous avez appris cette information? J'ai eu cette information parce que quand je procédais à l'inhumation de Dido, son pénis et ses testicules n'y étaient pas. Je l'ai inhumé sans son sexe. La représentante légale de victimes dans cette affaire, Maître Elisabeth Rabé-Sandratana, a brièvement interrogé le témoin. Ma question est aujourd'hui la suivante. Est-ce que aujourd'hui la population musulmane qui a fui est-elle revenue? Leurs biens, ils n'ont rien perdu. J'ai été vigilant et certains reviennent dans leur maison. Et d'autres qui sont restés à l'étranger vendent leur maison. Il n'y a pas eu de destruction. Je vous ai dit qu'il n'y a pas eu de combat à Mbaïki. Et donc, les destructions de maisons n'ont pas eu lieu à Mbaïki et les maisons sont restées intactes. Contre-interrogé par la défense Alfred Yekatom, les témoins ont parlé des cas de viol qui se seraient produits sur les barrages routiers tenus par les éléments de M. Alfred Yekatom. Vous avez témoigné, M. Mongbandi, qu'aux barrières, au barrage, les éléments de M. Yekatom assuraient la fonction de force de défense et de sécurité. C'était hier à 9h55. Est-ce que je comprends bien que vous n'avez jamais entendu de cas de viol sur ces barrages? Mais effectivement, j'ai appris cela. J'ai appris que sur les barrières tenues par eux, il y avait ces cas-là. J'ai appris. Le chef de Zanga m'a informé de cela. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il y avait des cas de viol. C'était régulier. Est-ce que je comprends, M. Mongbandi, que la seule personne qui vous en a parlé, c'est André Ndangba, le chef de quartier de Zanga, c'est ça? Oui, mais c'est vrai. Je lui ai posé la question et c'est la réponse qu'il m'avait donnée. Mais les autres personnes en parlaient parce que c'était fréquent. L'enquêteur qui m'a auditionné, on en avait discuté avec cet enquêteur parce que dans ces événements-là, il faut comprendre que les filles s'y rendaient, ils allaient les voir d'elles-mêmes. On en parlait. On en avait discuté. Au lieu de s'enfuir, certaines filles allaient d'elles-mêmes
C'était à cette occasion qu'elle se faisait violer. J'ai eu à le dire hier que celles qui ont connu ces viols-là ne pouvaient pas en parler parce qu'elles avaient honte d'en parler. Elles se cachaient. C'est difficile de dire à haute voix, voilà, j'ai été violée. Difficile de le dire à haute voix. Le procès dans l'affaire Le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona s'est poursuivi le 22 mars 2023 avec la comparution de nouveaux témoins appelés par le bureau du procureur.